Anne Simon, autrice de bande dessinée et notamment de son œuvre la plus personnelle, Les Contes du Marilène, dont 6 volumes sont parus à ce jour et qui continuent. Vous pouvez découvrir ces planches originales au musée éphémère, au fond du salon à gauche, et ces livres bien achetables sur le stand des éditions Misma. Il en reste, hein, Nous avons aussi avec nous Lucie Servin, notre deuxième invitée d'honneur, qui est, elle, journaliste, spécialiste en littérature et bande dessinée, qui a écrit dans plusieurs médias et dont on suit notamment les articles dans l'Humanité. Dans cette troisième rencontre, on s'est dit qu'on allait vous parler notamment de féminisme et d'utopie féministe dans le travail d'Anne Simon et de ses influences qui résonnent sans doute aussi avec le travail de Lucie. Nous commençons avec les 3 planches que vous avez à l'écran. 2 de ces planches sont d'ailleurs visibles à l'expo. Et cette histoire, elle s'appelle La Quenelle. Elle est assez, je pense, représentative de ton œuvre ultérieure, Anne, puisque c'est une de tes premières histoires et un de tes premiers succès aussi. Est-ce que tu veux nous raconter La Quenelle? un de mes premiers succès. Ouais. Enfin, oui, en fait, c'est des planches que j'avais faites en 2003 pour le concours Jeunes Talents au Festival d'Angoulême. Donc, c'est un concours dans le cadre du FIBD, enfin du Festival d'Angoulême. Voilà, où des personnes n'ayant jamais publié envoient une histoire. Et donc, j'avais été lauréate cette année-là avec La Quenelle. Je pense qu'effectivement, bon, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, je travaille assez intuitivement. Enfin, surtout, là, j'avais la vingtaine, donc voilà, je travaillais. Enfin, les histoires sortaient un peu comme ça, naturellement. Et c'est donc l'histoire d'un personnage qui peint, je me souviens plus, enfin qui peint un truc qui devient une femme en fait, et après un homme donc apparaît. Bon, ouais, bref, ça se finit mal. Elle lui coupe le sexe et elle le fait frire à la poêle. Mais c'est donc ça montre déjà pas mal de choses. C'est que savoir déjà ce que c'est une femme dans la société, parce que justement c'est un personnage qui est un peu non-genré au départ, et puis elle se met une perruque, elle a des seins qui apparaissent, et donc là elle voit que c'est un peu sur voilà, comment on est perçu en fait quand on est quelqu'un de sexe féminin, quoi. Et puis une sorte de vengeance justement, parce que ça partait d'un fait divers que j'avais entendu à la radio, en fait, qui faisait rire un peu tout le monde. C'est qu'il y avait un homme qui s'était fait couper le sexe dans son sommeil, et sa femme avait mangé après le truc, quoi. Enfin, le truc, enfin, son organe génital, quoi. Et outre le fait que ça nous fait rire, voilà, effectivement, ce genre d'anecdote, mais en fait, je me dis, le gars, si ça se trouve, il avait carrément mérité ce qui lui arrivait, et qu'est-ce qu'il a fait pour pousser, enfin, voilà, quand même une histoire un peu violente, quoi, mais voilà, on peut réfléchir à. Ça fait penser à plein de choses après, plus actuelles, où on parlait beaucoup de crimes passionnels, de choses comme ça, mais on n'a pas toujours les tenants et les aboutissants de ce qu'il y a derrière, quoi. En l'occurrence, dans ton histoire, dès qu'elle revêt son corps de femme, le petit homme qui arrive dans l'histoire, il commence par la traiter d'allumeuse et après il lui dit j'ai faim. Ben oui, c'est ça, hein, c'est bien. On est là pour être sexy, pour faire la popote en même temps. Bon, c'est pas évident hein, d'avoir toutes ces casquettes, hein. Et ça nous amène à tes influences. Donc tu nous avais dit que le deuxième sexe, volume 1 et 2, avait été pour toi un fondateur dans ta découverte du féminisme, et que c'est quelque chose que tu as lu assez jeune, que ta mère t'a mis entre les mains. Oui, oui, c'était dans la bibliothèque familiale, et c'est ma mère qui me l'a fait lire. Enfin, elle m'a pas forcé, hein, mais voilà, ça m'intéressait, quoi. Ça t'intéressait? Est-ce que ça faisait écho, par exemple, à... Est-ce que tu as réalisé certaines choses que tu vivais? Est-ce que tu as
considéré ton vécu différemment à l'aune de ce livre, ou est-ce que au contraire ça a validé des choses que tu ressentais déjà? Ben, comme je l'ai dit aussi un petit peu précédemment, je vais essayer de ne pas me répéter, mais à l'époque, on avait très peu d'écrits féministes à se mettre sous la dent. Donc le deuxième sexe, c'était un peu la base, quoi. Et comme moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans, qui pouvait répondre à beaucoup de questionnements que j'avais. C'est vrai que moi, j'avais pris le deuxième sexe. J'avais l'impression de enfin trouver un peu noir sur blanc des sensations que j'avais, mais sur lesquelles je posais pas les mots. J'étais pas toute jeune non plus. Hein, je vais pas faire la nana qui fait oui, à 12 ans et demi, je me suis rendu compte. Non, non, j'étais un peu plus âgée. Hein, mais, et c'est vrai que je me souviens après pareil, quand j'étais étudiante, j'avais repris des extraits du deuxième sexe que j'avais illustré. En fait, ça me faisait beaucoup de bien de faire ça, en fait, de lire ça. Et donc, ça a été vraiment, on va dire, ma première lecture féministe. Et puis, ça reste encore un classique, quoi. Et d'ailleurs, par contre, ça fait longtemps que je l'ai pas relu. Et toi, Lucie, est-ce que ça résonne aussi est-ce que c'est un livre Bah, qu'est-ce que je peux dire sur le deuxième sexe? En fait, moi, là, c'est carrément ma grand-mère, en fait, hein, qui m'a donné ça dans les mains. Ce que je peux dire, ce que je peux dire, moi, c'est que par rapport au féminisme nouvelle génération, moi, je suis née j'ai pas de père, ma mère n'a pas de père. Et mon arrière-grand-mère a foutu son mec dehors. Donc. Celle dans les connaître. Ton arrière-grand-mère? Oui, j'ai une histoire familiale comme ça qu'on raconte, machin, parce qu'il jouait aux courses, alors il avait dilapidé je sais pas quelle thune, enfin c'était un. Voilà, et elle lui renversait les soupières sur la tête, enfin c'était une histoire comme ça. Bref, l'arrière-grand-mère, elle s'est retrouvée à vivre avec ma grand-mère pendant assez longtemps. Bah voilà, enfin, et donc c'était ça dont je te parlais de féminisme hérité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on grandit dans ce genre de famille, où ma grand-mère, elle était montmartroise, c'est aussi des lieux où il y a eu beaucoup de féminisme. Il y a eu aussi une histoire politique hein, derrière l'anarchisme, enfin des choses comme ça. Et donc, il y a une forme de tradition. Le deuxième sexe, comme Louise Michel, c'était un devoir. On ne peut pas s'appeler. Voilà. Moi, je m'appelle Lucie. Je parlais c'est aussi Lucie Aubrac. Enfin, c'est des traditions comme ça qui font qu'on grandit comme ça avec l'idée que l'égalité, c'est une lutte, mais qu'en gros, elle est gagnée pour notre génération. Et quand on grandit ensuite dans le monde dans lequel on est, on sent que on se rend compte qu'en fait, quand on sort de la sphère, de cette sphère-là, le patriarcat, il n'est pas du tout aboli, quoi. Et là, c'est un réapprentissage à faire, mais voilà, il y a aussi le côté acquis. Et alors, le deuxième sexe, moi, je me souviens la première fois que j'ai lu, pareil, parce que il fallait, quoi. Et c'est un pavé. Le tome 1, c'est en 2 tomes. Moi, c'était pas cette édition. Et oui, moi non plus, j'avais la version poche, hein, pas la NRF. Voilà. Et par contre, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était le côté biologique. J'ai un souvenir comme ça. Elle explique le volume 1 que tout le monde présente comme étant le plus imbitable. Mais si, tout ce qui est parthénogénèse. Et alors maintenant, en plus, voilà, tout ce qui est le système dans les. Voilà. Et maintenant, moi, j'ai des abeilles, donc parthénogénèse. Et j'ai des brebis, mais j'ai pas de mec. Donc voilà, donc dans mes animaux, je suis vachement féministe, que des meufs, quoi. Mixité non choisie, voilà. Moi j'ai un carnet avec les noms des animaux, parce que j'ai qu'une chatte pour l'instant, on va pas raconter nos vies, mais... Et en fait j'ai un carnet avec tous les noms que je donnerais à mes animaux, c'est que des prénoms féminins aussi, donc il faut que j'adopte que des poules, pas de coqs. Alors j'ai arrêté de donner des noms à mes poules. Ah oui, parce qu'elles meurent trop vite. Bah oui, et je leur avais donné les noms des copines et... Ah non, c'est horrible, ah oui, non, ça va pas après, voilà, ça porte malheur. Mais moi, je vais leur donner des noms de personnes mortes. Ah oui, ça c'est... Agnès Varda, donc c'est bon comme ça. J'ai un coq.
Par contre, ça c'est vrai. Ah, t'as un coq? Il s'appelle Coq Soumis. Coq soumis. Pardon. La petite digression. Donc voilà pour Simone. Et tu nous avais, parmi les féministes un peu historiques influentes, il y a aussi Françoise Daubonne qu'on a en photo, donc ça c'est pas Simone de Beauvoir, dont tu nous as parlé, qui est l'autrice des Bergères de l'Apocalypse. Une autre dystopie féministe, puisqu'on parlait de Hurland tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'a... Oui, alors je ne suis pas du tout une spécialiste, mais comme je le disais aussi précédemment, dans les contes du Marilyn, je mélange plein d'influences. Donc parfois je reste un petit peu en surface, mais il y a simplement deux, trois choses qui vont m'inspirer, qui vont être un point de départ en fait, moi après pour développer mes fictions. Et alors après, je vais voir, mais Françoise Daubonne, je pense qu'elle aura une importance dans le prochain tome, parce qu'on parle beaucoup d'écoféminisme en fait actuellement, et elle, ça a été vraiment une pionnière. C'est elle qui a inventé le terme, c'est elle aussi qui a inventé le terme phallocrate. Elle avait posé des bombes à Fessenheim déjà il y a bien longtemps. Donc elle était considérée comme complètement timbrée, bien entendu, parce qu'elle faisait peur à tout le monde. Mais en fait, elle avait déjà commencé à développer des sujets qui sont extrêmement actuels, en fait. Et c'est là qu'elle m'intéresse aussi, c'est que... en fait, moi, mon féminisme, il évolue forcément avec le temps et il évolue dans mes livres. Comme je disais, quand j'ai commencé la geste d'Aglaé, j'avais la vingtaine. Donc maintenant, ça m'intéresse de voir un petit peu comment mes personnages peuvent aussi être... certains personnages font preuve d'un féminisme un peu ancien, comme le personnage de Simone. Et le futur, c'est plutôt les petites Benjamines qu'elle a élevées, qui vont se rebeller après. Et tout ça, ça va être influencé par Françoise Daubonne, par plein d'autres figures dont on a parlé précédemment. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'on se remette encore régulièrement en question et qu'on évolue. Sachant que moi, ma grande crainte, c'est qu'un jour, je sois avec mes copines, on se dit qu'il faut qu'on fasse gaffe à ça, qu'on devienne complètement à la masse ou des vieilles chouettes. Enfin, j'ai peur de mal évoluer, donc j'essaie quand même de me tenir au courant un petit peu de ce qui se passe, quoi. Parfois, on peut être vraiment dépassé par les événements. C'est pour ça que J'ai pu adhérer même Oui, voilà, ouais. Enfin, parce que forcément, enfin, moi, régulièrement, je me demande ce qui serait passé si j'étais née dans les années 2010 et pas 1980, parce que, voilà, en 80, il y avait... on ne parlait pas de la non-binarité, on parlait de l'homosexualité, on en parlait peu. Enfin bon, voilà, donc il y a plein de questions comme ça qui émergent. Et je voulais dire un autre truc, sans doute très intéressant, mais qui m'est sorti de la tête. Mais je ne sais plus, mais c'était... à propos Oui, non, mais c'est pour ça que j'en veux pas forcément à certaines féministes, parce qu'on est à plusieurs vagues là. Et, par exemple, Elisabeth Badinter, elle a une vision par rapport au voile, elle a des idées qui peuvent paraître rétrogrades, et dans un sens, elle a fait aussi évoluer la cause à un certain moment. Donc, je trouve ça toujours intéressant de toujours se remettre en question, en tout cas. On n'est plus obligé de l'écouter. Hein. On l'écoute plus. On l'écoute plus. Mais je garde une petite affection pour elle, tu vois. Pas moi. Mais chez tes personnages, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu leur donnes l'opportunité de faire changer les choses. Tu as des personnages qui sont des femmes puissantes, qui prennent le pouvoir, et puis finalement, elles trébuchent aussi. Pour faire le lien avec le thème de notre discussion, la dystopie, c'est vrai que toutes les trois qui sont à l'écran, donc Aglaé, la première femme régnante, et puis Simone, donc Simone Michel, qui prendra la suite. Et même Sixtite, qui elle est plutôt l'impératrice de Chichini, un pays étranger, elles ont toutes presque ce qu'on pourrait qualifier de dérive, un peu autocratique. Est-ce que c'est un passage obligé dans ton travail, même pour les femmes ? Alors, je ne sais pas, justement, parce que j'avais eu beaucoup peur pour l'Institut des Benjamines, donc, où Simone, qui a priori est
un personnage très intègre qui permet quand même à une femme d'accéder au pouvoir. Il y a une dérive eugéniste de son côté. Parce que, après, moi, j'aime bien que mes personnages aient une petite complexité et que ça serait un peu trop simple de dire que tout est tout rose ou tout blanc. Donc, j'essaye quand même toujours de leur trouver des faiblesses. Et par contre, je voulais pas qu'on considère que dans l'Institut des Benjamines, où Simone, du coup, est au pouvoir, qu'on pense qu'un féminisme trop extrême courrait forcément... emmènerait forcément le pays à sa perte. Je ne veux pas que ce soit compris comme ça. Et d'ailleurs, je vais la sauver à un moment donné. Enfin, parce que ça me fait de la peine d'en avoir fait un personnage aussi négatif, quoi. Mais voilà, après, on se rend compte... moi, je me dis que, par exemple, en France, on n'a jamais eu de femme présidente. Et si on en a une, ça sera peut-être... Enfin, j'espère... Enfin, on voit que... Non, mais si c'est... Marine Le Pen, ça va pas non plus, donc ça serait un peu simple de dire ah c'est génial, il y a une femme à la tête du pays, c'est super. Enfin, on a quand même du recul et on sait que non, on n'adhère pas forcément à tout ça, quoi. Et Lucie, je sais pas si tu veux. Ouais, mais je pense que là-dessus, sur les questions de rapport de pouvoir, quel que soit le genre, c'est peut-être un fonctionnement humain, enfin d'essayer de la l'ivresse du pouvoir. Enfin, c'est une question qui se pose en dehors des genres. Mais ensuite, ce qui est bien aussi dans une BD, et justement dans une œuvre comme celle d'Anne où ça évolue, c'est que justement ça évolue. C'est-à-dire, ce qui est vrai aussi, on demande un peu aux gens, et moi je pense voilà, à ces grandes figures, Simone de Beauvoir, Louise Michel, d'être des surhumaines en fait, d'incarner la cause juste tout le temps, alors que on peut parfois faire avancer des choses, avoir des bonnes idées, et puis à côté dire des bêtises, ou bien être pas en phase, ou être rétrograde sur certains moments. Enfin, les humains sont imparfaits, et qu'ils soient femmes, hommes, il faut écouter là où ça trébuche, même dans leurs pensées, par rapport où on ne peut pas être d'accord. Par exemple, je pense à un mec, en plus, rien à voir, mais c'est Charles Fourier, quoi, qui est un quand même des pionniers du socialisme, qui est un des premiers à avoir écrit sur le féminisme, enfin sur les femmes. Et voilà, quand on regarde l'histoire de ce mec, c'était quand même un espèce de bonimenteur. Il allait prêcher, faire ses conférences, voilà. Et par exemple, il parlait du dérèglement climatique, et il disait, mais ça va être génial. Ouais. Ça va être génial parce que ça sera tempéré, on pourra faire des légumes sur la banquise, et voilà. Bon, sur ça, il n'a pas été visionnaire, quoi. Ouais. mais heureusement, ils ne peuvent pas. Tu vois, non, mais voilà, c'est que voilà, si on veut essayer de remplir toutes les cases, même par rapport à ce que je disais de Zola tout à l'heure, en disant voilà comment moi j'ai évolué par rapport à mon regard. C'est pareil, il faut regarder ce que Zola a été dans son époque pour essayer de comprendre un peu quel rôle il a joué. Et encore une fois, c'est complexe. Et voilà, et les héroïnes, Simone, j'espère bien que tu vas la sauver parce qu'elle est cool, quoi, Simone. Bon, elle a un peu déconné sur l'Institut des Benjamines, mais voilà, c'est pas le tyran Van Krans, tu vois, qui est Kadhafi en plus. Van Krans, c'est Kadhafi. Oui, lui, il n'y a pas vraiment d'intention, de belles intentions à la base. Non, mais en fait, les hommes, je les récupère pas, mais les femmes, j'essaye quand même. La preuve avec Elisabeth Badinter, j'essaye de la sauver. Voilà. Mais par exemple, Sixtite, là, elle est pas méchante. En plus, c'est inspiré d'une... C'est une vraie impératrice chinoise qui s'appelait Cixi. Et j'avais été visiter la cité interdite il y a longtemps, à l'époque où je prenais encore l'avion. Et on m'avait raconté l'histoire, mais c'était au début du XXe siècle, donc c'est vraiment tout récent, de cette impératrice qui castrait des hommes pour en faire des esclaves eunuques. Et là, je me dis, oh, quand même, les pauvres, c'est pas cool. Donc, j'avais eu quand même pitié. Mais vraiment, c'est vrai. Hein. Et en fait, après, j'avais lu les mémoires des eunuques et c'était horrible parce qu'en fait, ils ont encore des pulsions sexuelles alors qu'on leur a tout enlevé. Du coup, ils violent avec des bâtons. Enfin, c'est horrible, quoi. Et ça parle justement encore
enfin voilà, ouais, de l'animalité des humains, quoi, on va dire. Et ça m'avait inspiré du coup le deuxième tome des Contes du Marilyn parce que en fait moi mon sujet c'est aussi ouais, l'humanité dans son ensemble, les rapports humains, les, voilà, la cruauté des unes et des autres quoi. Donc mais c'est vrai que Sixit est vraiment inspiré de faits réels comme on dit. Tu évoquais tout à l'heure le fait que quand tu as commencé à lire des ouvrages sur le féminisme, tu avais peu de ressources, mais aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est plutôt l'explosion. Et on se disait que ça pouvait être intéressant d'aborder, entre autres choses, deux essais qui t'ont marqué ces derniers temps et la revue La Déferlante, qui est un peu la revue féministe qui parle de féminisme contemporain et en général. Aujourd'hui, est-ce que tu veux nous parler de Je suis une fille sans histoire de la romancière Alice Zeniter qui, pour le coup, déconstruit l'héroïne en général et le héros. Et est-ce que ça a résonné avec toi dans ta construction Oui, narrative? alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je suis désolée si on fait des redites. Oui, alors je suis une fille sans histoire, comme on disait, c'est un essai qui est très drôle, qui est très facile à lire et qui... oh là là, tu vas mieux le résumer que moi, non? Non. Alors là, non. En fait, voilà, quand on... Voilà, excusez-moi, en plus, c'est la troisième heure là, mais non, mais parce que moi ouais, on peut partir aussi de ce qu'on a, des contes aussi que quand on était petite et tout, tu vois tout ça. Moi, je me souviens très bien la première fois que j'avais vu. Donc encore une fois, je suis née en 80, donc quand j'avais vu le Disney Cendrillon là, je pense que il y a le prince, il est dans son cocktail, là, enfin, je sais pas trop, enfin, à sa soirée, et elle arrive au loin, mais hyper loin, et il tombe amoureux direct, elle a une belle robe qui brille, quoi. Et déjà, à l'époque, je me disais, mais n'importe quoi, il peut pas avoir vu, comment elle peut lui plaire d'aussi loin, quoi. Je suis mieux, en plus, je mais en fait, j'étais hyper... et en fait, j'y croyais pas du tout à ce truc, mais en fait, dans les contes de fées, c'est ça. Après, j'écoutais Blanche-Neige, Mon prince viendra, voilà, on a quand même été biberonnés à ça, quoi. Donc, il y a quand même des questions à se poser sur les histoires qu'on nous a racontées. Et Alice, et voilà, mais après, on a lu plein de livres romantiques, enfin, Léo de Hurlevent, tout ça, c'est quand même des histoires d'amour, mais moi qui me plaisait à fond. Hein. Là, tu croyais. Mais alors, non, j'y croyais pas, parce que... Là, enfin, mais en tout cas, ça, je sais pas, il y a un côté... le roman, c'est romantique, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a d'ailleurs un essai qui s'appelle Post-romantique et qui parle déjà que le romantisme, ça vient du roman, tu vois. Donc, et Je suis une fille sans histoire, justement, elle raconte un peu comment, pourquoi les histoires te plaisent, quoi. Enfin, plaisent aux gens, c'est qu'en général, c'est qu'il y a de l'action, il y a des choses et... alors je me suis dit qu'il y a un truc sur les chasseurs-cueilleurs, par exemple. Oui, on parle beaucoup oui. des chasseurs et pas des cueilleurs, parce qu'en fait, les chasseurs, c'est souvent un homme costaud. Il va à la chasse, il se retrouve devant un mammouth, oulala, danger. Il tue le mammouth, c'est un héros, il revient, et voilà, quoi. Alors que si tu racontes que tu vas... Cueillir une baie. ouais, une baie ou ramasser des batavias, enfin, c'est pas très drôle, quoi, tu vois. Tu ramasses des salades et il se passe rien. Donc c'est aussi comme ça que le mythe, tu vois, les histoires qui te tiennent en haleine, ça va être des histoires de guerre, de chasse, d'hommes, du coup, qui est au centre de l'histoire. Et ce que raconte Alice Zeniter, c'est que nous, comment on se reconnaît là-dedans, compliqué, parce que souvent les femmes, dans les livres, elles citent justement Madame Bovary. ouais, ou aussi des descriptions de Balzac de femmes où il dit oh, elle avait les poignets fins comme ceux d'une guêpe, alors que les poignets d'une guêpe, tu sais pas à quoi ça ressemble. Enfin, tu vois, donc, et elle disait qu'elle se reconnaissait pas du tout là-dedans parce que c'était une petite fille brune, alors que... après, c'est le fameux syndrome de la schtroumpfette, tout ça, où quand la schtroumpfette est brune, elle est moche, et quand elle est blonde, tous les schtroumpfs tombent amoureux d'elle. Et elle est seule, en plus, la pauvre. Enfin, c'est dur pour elle. Et donc voilà, donc elle raconte tout ça, mais avec vraiment beaucoup d'humour. Et justement, Alice Zeniter raconte que, par exemple, plusieurs de ses romans ne passent pas le test de Bechdel
peut-être à cause de ça, quoi, de comment on construit une histoire. Et elle, elle avait, par rapport à ce qu'elle a lu, par rapport à ses influences, elle se rend compte que les femmes n'avaient pas le rôle central, quoi. Ouais, après, bon, elle parle de l'action, elle parle aussi du centre des questions de tragédie, c'est-à-dire que, en gros, ceux qui ont des histoires, c'est non seulement les hommes, mais c'est aussi les hommes bien nés, c'est-à-dire les nobles dans la tragédie. Après, elle a un concept, moi, qui m'a intéressée, c'est les concepts de saut de genre. C'est-à-dire que, femmes, quand nous, on a lu ces livres où les héros sont masculins, on se projette bien sûr dans le héros masculin. On ne se projette pas dans la femme derrière, même si elle est belle, etc. Et je pense que c'est la force de n'importe quelle fiction, qu'il ne faut jamais oublier, quoi. Et même dans des textes qui nous paraissent d'une autre époque, c'est que en fait, la fiction a ce pouvoir un peu magique de pouvoir se projeter dans un temps donné, dans un moment donné, dans la lecture de quelque chose où on peut être autre chose, sortir de soi. Et ça, peut-être que les femmes l'ont d'emblée, du fait qu'on a des récits qui sont très genrés à la base, une espèce de gymnastique, et pourquoi pas une espèce de fluidité de genre un peu plus de base par cette gymnastique-là qui est intéressante. Et ensuite, moi, ça m'a fait penser alors après, chaque thèse est intéressante, mais il y a un écrivain anglais qui s'appelle Robert Graves, qui a réécrit les mythes grecs et qui a fait toute une préface pour expliquer comment ces mythes, parce qu'elle parle beaucoup d'Aristote, elle parle beaucoup de cette comment on pourrait dire, patriarcalification non, il faudrait trouver le bon mot, quoi. Mais comment, en fait, le récit patriarcal s'est imposé depuis l'Antiquité, et notamment depuis Aristote. Et cet écrivain, historien anglais, il fait toute une préface pour montrer que oui, dans la mise à l'écrit des mythes grecs, il y a eu, en fait, c'est l'effet du patriarcat qui prend le pouvoir sur d'autres écritures de mythes. C'est-à-dire qu'au moment où ils les ont fixés par écrit, ils leur ont donné une certaine écriture. Après, moi, je suis fascinée par les mythes grecs, j'adore les contes, et d'ailleurs, même sur des contes comme Cendrillon ou Le Petit Chaperon Rouge, qui sont qui a des recherches qui montrent que c'est on ne sait pas de quand ils remontent, et justement qui ont été fixés comme ça parfois au 19e siècle ou au 18e ou au 17e pour Perrault. Enfin, il y a ces matières-là, elles vont plus loin, et elles peuvent aussi être lues au-delà de l'assignation de genre, à travers des récits initiatiques qui peuvent aussi amener dans des paraboles un peu plus philosophiques, que moi je suis très intéressée, même si ça fait un peu hermétique comme ça, au système des alchimistes, mais pas les gadgets, hein, pas la petite... Enfin, voilà, c'est des systèmes de pensée. Et je pense que ces récits-là, le récit, il faut pas... On parlait d'utopie. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est la dictature du récit. Mais le récit, c'est une matière à transformer, c'est une matière à s'approprier, c'est une matière... Et c'est comme ça qu'on fait de la création, en fait. Il faut pas... Enfin, on peut se rebeller contre un récit, mais ça, c'est le stade 1 de la remise en cause. Après, il faut s'en emparer et puis redire un récit qui sera une nouvelle connerie qu'on donne à l'humanité, qui va refaire de la connerie, et c'est par la connerie qu'on arrive à l'intelligence, en fait. Voilà. Ah là là, on va la noter, cette phrase. C'est marrant ce que tu disais sur le saut de genre tout à l'heure, parce que c'est un argument que j'ai souvent entendu opposé pour contre l'élaboration d'héroïnes féminines, qui étaient notamment dans les récits pour la jeunesse. Non, on va pas, si on a trop de personnages masculins et qu'on est uniquement dans des personnages féminins, les petits garçons ne vont pas savoir se projeter, et donc c'est pas vendeur, quoi. C'est parce qu'ils sont sclérosés du cerveau. Oui. C'est un problème de plasticité, là. Le sont-ils vraiment? Non, mais c'est vrai que ça marche que dans un sens, ça, en fait, effectivement, Ouais. que nous, eux, ils n'arrivent pas à faire la marche contraire, quoi. Et puis, bon, voilà, Aglaé, c'est une carpe, hein, c'est pas une femme, hein. Donc tout le monde se projette. Voilà, je ne me suis jamais sentie autant carpe. Elle pond des œufs.
Bah oui, quand elle accouche. Mais en plus, elle accouche d'une manière, enfin, bah, c'est pareil, quoi. Sur l'accouchement, pourquoi on accouche en tortue, alors que finalement, on pourrait accoucher, on voit bien sur les statuettes égyptiennes qu'elles accouchaient accroupies. Enfin bon, il y a plein de normes comme ça qui sont des conventions, ouais. Et sur ton investissement dans le féminisme actuel, Anne, tu as notamment contribué à la déferlante, été lectrice de la déferlante. Est-ce que tu veux nous raconter les planches de Laisse vivre les béguines qui sont exposées en bas Ah oui, oui, je peux en parler. Comment En fait, tu as découvert cette... alors, cette histoire en fait, c'est Lucie Geffroy qui est une des fondatrices de la Déferlante. Dans chaque numéro, il propose à une autrice ou un auteur d'ailleurs, une carte blanche, c'est à peu près une dizaine de pages sur un sujet de notre choix. Et donc, moi, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai réfléchi un peu et je m'étais demandé, je voulais parler des bonnes sœurs moi à la base, hein, parce que c'était au début, c'était il y a quelques années que j'ai fait ces planches, mais parce on commençait beaucoup à nous parler de sororité et ce mot que, par exemple, moi je le connaissais pas hein, quand j'avais 10 ans ce mot. Donc, et je me suis dit, quel est l'exemple de la sororité parfaite? Je me suis dit, ça serait les bonnes sœurs quand même. Et en fait, j'ai tapé bonne sœur sur Google. Et le premier truc qui arrive, c'est des costumes de bonne sœur, mais pour faire du sexe, quoi. Et enfin, tu vois, parce qu'en fait, il y a un méga fantasme de la bonne sœur, parce que c'est... Tu vois, le plan à plusieurs, mais un seul mec avec plein de meufs. Donc, tu rentres dans un couvent, t'es le roi du monde, quoi. Et donc, je m'étais dit, ouais, quand même. Donc, en fait, et puis il y a aussi les légendes, comme quoi on dit que les bonnes sœurs, elles ont toutes leurs règles en même temps. Puis, en fait, elles se serrent les coudes. En fait, elles sont qu'entre elles. Donc, en fait, je trouvais ça... je me disais que j'allais réfléchir là-dessus. Il y a aussi le texte de Diderot, le film La religieuse, qui est un film de je ne sais plus qui. Bref. Donc voilà, je commence à... Et puis après, en parlant avec la rédaction de La Déferlante, ça a abouti petit à petit aux béguines, en fait, qui sont justement des femmes qui ont décidé de vivre ensemble, qui étaient... Des laïcs. Comment? Qui étaient des laïcs. Qui étaient laïques, elles pouvaient sortir. Ouais, elles pouvaient sortir, mais elles avaient décidé de vivre ensemble, et c'était pour... parce que c'était une époque où tu avais le droit entre être nonne ou te marier, en fait. C'était les deux trucs qu'on te proposait, donc enfin, tu as le droit de vouloir une autre option aussi, quoi. Et donc, finalement, elles étaient suspectes, en fait, ces femmes-là. Et c'était à l'époque de... Je peux dire, putain, j'aurais dû réviser encore. C'est à l'époque de Saint-Louis, je crois. Et bon, après, elles ont été chassées et on les a... les béguinages ont disparu, quoi. Mais c'était dans toute l'Europe. Il en reste encore. Il y en avait à Paris, il y en avait beaucoup en Hollande, il y en avait en Belgique. Voilà, en fait, c'était des femmes libres qui travaillaient, qui gagnaient leur argent et qui aussi prenaient soin de femmes, de veuves. On pouvait être veuve, on pouvait avoir été mariée. Voilà, c'était pas des religieuses, quoi, en tout cas. Voilà. Je ne l'ai pas très bien résumé, il faudra... C'était un peu tendu un piège, il faut dire. Ouais, mais en fait, il y a un livre très bien qui s'appelle La Nuit des Béguines, qui est une fiction, mais qui raconte vraiment très bien ça. Parce qu'en fait, on a peu aussi de matériel là-dessus, en fait. Ouais, et puis il y en a certaines qui étaient poètes et on a... Oui, il y en a une qui s'est fait brûler, d'ailleurs. Ouais, et puis dont les textes, en fait, ont été usurpés. Et re-signé par des mecs et donc il y a eu. C'est. Alors là, je me. Non, c'est pas. Non, c'est une d'Anvers. Bref, enfin voilà quoi. Et bref, voilà. C'est très brouillon ce qu'on est en train de dire, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que la recherche et les questions féministes aujourd'hui amènent aussi à redécouvrir des histoires. Comme les béguines, parce que moi j'avais lu un livre, mais je ne sais plus de qui. Et c'est La Nuit des Béguines? Non. Sylvana. Bon, bref, voilà, j'aurais dû réviser aussi. Hein. Attends, on a révisé, mais d'autres sujets. Non, on n'a rien révisé du tout. Mais c'est vrai qu'il y a on
baigne dans des récits, dans des essais, des fictions, mais aussi en bande dessinée. C'est un domaine où on a beaucoup d'autrices et d'auteurs qui sont très actifs et beaucoup de publications qui nourrissent, je pense. On évoquait des autrices, d'ailleurs par certaines qui ont aussi contribué à la déferlante, comme Salomé Laoche, Camille Pott, Sixtine Dano et d'autres. Et récemment, on a notamment pu lire Une obsession de Nina Antico, qui est un livre sur lequel tu as travaillé, Lucie, et qui, toi, t'a particulièrement touchée, Anne. Et donc, on peut développer un peu là-dessus et sur le sujet aussi de la sexualité féminine et comment elle se construit aussi dans le regard des hommes. Lucie, c'est toi qui as tu as travaillé sur le dossier de presse de Une obsession, c'est ça? Ouais, alors bon, c'est un peu comme ça, arrivé à brûle-pourpoint. Non mais bon, Une obsession, c'est un livre qui vient de sortir à la rentrée, qui est très très récent. Moi je suis le travail de Nine depuis longtemps, et là c'est un retour à l'autobiographie, mais là on rentre directement dans la bande dessinée, ce qui est vraiment presque à l'opposé des contes du Marilène, parce que là on rentre dans l'intime et dans le vécu et dans les capacités qu'a la bande dessinée de traiter l'autobiographie, quoi. Et bon, ce qui est très intéressant dans Une obsession, c'est que elle revient, c'est comme une espèce de balade qui chemine à Venise pour essayer de retracer, pas dans le bon ordre, mais sur une réflexion sur la question de la construction du désir et comment, en fait, cette construction du désir, elle est, depuis l'enfance, marquée par ces conditionnements de ce qu'est une femme et de ce qu'est un homme. Et du coup, comment, en fait, la femme est conditionnée, enfin, c'est ce qu'elle raconte se forme son désir dans le regard masculin. Et c'est d'autant plus intéressant chez Nina Antico dans Une obsession, puisqu'elle raconte ça, et sans que ce soit l'unique fait du livre, elle raconte aussi une agression qu'elle a subie quand elle avait 7 ans, et 7-8 ans, enfin elle ne donne pas vraiment l'âge, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, elle va chercher dans la bande dessinée les mots qu'on n'a pas forcément. Arriver à qualifier cette agression en dehors même d'un acte criminel, parce que c'est comme ça qu'on peut le définir et qu'il faut le définir, mais qu'elle a envie de l'expliquer dans la construction, parce que c'est toute la question de la survie après un viol, ou la survie et la question de cette position de victime que personne ne veut être. Le viol, c'est aussi, et donc évidemment, ce n'est pas ce mot qu'elle emploie, mais je me souviens très bien d'avoir entendu Virginie Despentes, qu'on n'a pas encore citée ici, mais qui dit, voilà, on n'a pas assez de vocabulaire pour dire le mot viol. Dans toutes les catégories, dans toutes les déflagrations, je dirais que ça fait, dans le sens où, voilà, par rapport à ce crime-là, c'est un crime, une fois qu'on le subit, on est violé à jamais, on n'est jamais déviolé. Et pourtant, on fait avec, on se construit avec, et on continue avec, et on refuse aussi d'être victime, pourtant on reste victime. Enfin, et donc voilà, tout ce que je dis là, qui est très mal dit, la bande dessinée, par ses allers-retours, permet à une femme qui a aujourd'hui, qui approche la cinquantaine, Nine. Oui, ouais, enfin 40. Non, elle n'est pas plus jeune que toi. Enfin, on est à peu près entre 40 et 50. Ouais, voilà, voilà, on est, justement, la femme de 40 ans, on est passé, ça y est, hein, on est passé de l'autre côté. Hein. Ah bah oui, ouais. Bah ouais.
Mais ça va, moi je me sens mieux qu'à 25 ans. Moi aussi, mais voilà, dans l'histoire justement de tout ce qu'on avale comme injonction en tant que femme, du corps féminin jeune qui est désirable, du corps féminin vieux qui ne l'est plus, qu'est-ce qui est, quand on est un désir, est-ce qu'on est le désir de la passivité, est-ce qu'on est le désir d'être l'objet de l'autre et comment on peut se construire là-dedans et comment c'est difficile de se déconstruire. Et toute une obsession, elle raconte ça. Et elle le raconte tellement bien qu'à la fin de la BD, voilà, vous le direz quand même parce que c'est passionnant et c'est bien mieux dit que ce que je dis, ça finit sur les mains d'une gondolière en fait. Et c'est l'idée d'arrêter de se construire sur le regard, mais de faire et de prendre et de créer. Et donc aussi cette question de la jouissance au féminin. Voilà. Oui, mais moi je sais pas si je peux rajouter grand-chose parce que c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié aussi. Je pense qu'il parle, il parle beaucoup aux lectrices de ma génération, effectivement, mais je l'ai fait lire à d'autres personnes et vraiment il est très fluide et puis on sent que en fait c'est fait de manière intelligente parce que c'est le sujet dont elle parle. Enfin, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup maintenant d'essais, de livres féministes. Parfois, il y en a même trop, mais moi j'espère que... je pense que j'ai envie d'être 15 ans plus tard et je pense que tout ça aura évolué positivement, bien sûr. Mais là, Nina Tico, justement, il y a une réelle réflexion sur ce qu'elle va nous raconter. Par rapport à parce que c'est la suite de son œuvre autobiographique Depuis le goût du paradis où en fait elle commençait à poser ce truc, qu'est-ce que c'est d'être une petite fille cis blanche hétéro en gros elle l'a toujours dit dans ses livres qu'elle aimait les garçons, que c'était quelque chose qui l'a toujours qu'elle avait toujours en tête. Et là, elle passe un nouveau cran. Et le fait qu'en parallèle, donc elle va raconter effectivement un traumatisme et le cheminement de son désir, de sa vie sexuelle, et que ça soit en parallèle avec cette histoire à Venise, en fait, bon, graphiquement déjà c'est très beau, et on sent qu'elle a beaucoup travaillé derrière, en fait, qu'elle a dû lire beaucoup de choses, et que tout ça, justement, elle a eu le temps de les digérer pour en faire le livre... parce que je pense que c'est un livre très difficile à écrire. Parce que quand on fait de l'autobiographie, moi je suis très admirative des personnes qui osent faire ça parce qu'on pense à notre entourage, on pense, je sais pas, moi je fais pas d'autobiographie donc c'est simple, hein, mais justement je pense qu'il faut avoir un certain courage pour vouloir se lancer là-dedans. C'est un récit intime mais qui est jamais voyeur. Enfin, on se sent pas du tout mal à l'aise de le lire, au contraire. Donc, c'est pareil, je me suis emmêlé les pinceaux là. Mais en tout cas, oui, enfin, voilà, c'est un livre sur le désir féminin et qu'elle a eu la... Oui, oui. Moi, je rajouterais juste un truc, c'est qu'effectivement, celui de juste avant, c'était Madone et Putain, où en fait, elle explorait à travers l'histoire de l'Italie, du sud de l'Italie, de Naples, parce qu'elle est d'origine italienne, donc cette espèce de deux pôles contradictoires qui sont chez une femme, qui sont ces assignations soit de la Madone et de la Putain dans l'Italie. Si je dis ça, c'est juste pour revenir, parce que dans la qualité des livres chez Nin, mais comme dans les contes du Marilène, on est sur l'ambivalence, on est sur des questionnements. Tu dis, oui, il y a beaucoup de choses qui sont estampillées féministes et qui, moi, c'est pas un label, le féminisme. Non. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont parfois peu intelligentes tout en étant féministes parce que qui prennent pas en compte ces endroits, ces angles morts, ces angles troubles qu'on va pas forcément visiter. On parlait de Simone de Beauvoir et ce principe de féminisme acquis, c'est aussi une connerie. C'est-à-dire de penser qu'on sait parce qu'on a été bien élevé
des féministes d'autres générations, et que on a l'impression d'être éclairé par rapport aux autres qui seraient restés loin. Alors, bon, voilà, on ne peut pas être tous d'accord, mais voilà, il y a aussi cette espèce de manière d'aller fouiller un peu la merde, et je crois que c'est un peu le principe d'une obsession, quoi. C'est vraiment d'aller fouiller la merde, quoi. Merci beaucoup. Coupons les couilles.